Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de la carte de WrestleMania 41. On va parler du pauvre Reed Bronson. On parle aussi des foules européennes. Et finalement, si on a le temps du Sacrifice à TNA, on passe ça. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Alors, aujourd'hui, guys, pour ceux qui connaissent pas l'émission, je m'appelle Shani Roy. Luciani Libre, si j'étais luchador, et je parle de lutte, d'où le nom de l'émission, Parlons Lutte. Donc, je vais parler de la carte WrestleMania. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie d'en parler, mais là, j'ai peur que WrestleMania vienne et parte et que je l'ai pas fait. Fait que j'en parle. Outre le gros main event de la fin de semaine, que je pense que tout le monde est d'accord que c'est le main event de la fin de semaine, celui où John Cena va affronter Cody Rhodes. Je vais en parler brièvement, mais je vais parler des autres combats qui ont été annoncés ou pas jusqu'à date aussi. Puis, avant que je passe aux autres combats, ça là, c'est un esti de gros combat. Ça là, c'est un crise de gros combat dans le sens où, historiquement parlant, il y a un enjeu important. Ce qui rend le combat hyper attrayant d'un point de vue marketing et aussi d'un point de vue d'audimat, OK? Moi, je le sais. Je savais que ça allait faire, rendu à WrestleMania, plus de 365 jours que Cody Rhodes allait détenir la ceinture. Puis, que c'était un feat en soi, tu sais, que c'était un exploit en soi. Puis, je savais également que John Cena est à la recherche de son 17e titre pour éclipser, pour de bon, comme il l'a dit lui-même, Ric Flair. Ce que là, j'ai appris par contre que je ne savais pas, c'est que John Cena s'il gagne WrestleMania, ça va faire 377 jours d'affilée qu'il est le champion. Et puis le record de jours consécutifs d'être champion, c'est comme quelque chose comme 380. Ce qui fait en sorte que d'un cas comme dans l'autre, il y a un record qui va être battu. Parce qu'on s'entend qu'il ne perdra pas sa ceinture à Raw 2 jours après, si elle garde Cody. Fait que, historiquement parlant, même si on a un choix à faire au niveau des scripteurs, c'est tout qu'un choix. Est-ce que je vais faire John Cena devenir le lutteur qu'on va continuer de parler pendant des décennies à cause que ça va être rendu lui le détenteur du titre du plus grand nombre de fois champion WWE? Ou est-ce que je continue de miser sur Cody Rhodes en lui faisant gagner ce combat-là et à la fois en lui permettant de détenir le record de longévité d'un titre WWE en atteignant les 380 jours et plus. Fait que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis déchiré, même en tant que fan. Je voudrais pas être à la place des scripteurs. Je pense que je penche du côté de John Cena parce que ce qu'il a amené à la WWE depuis les 25 dernières années, je pense, est suffisant comme héritage pour pouvoir justifier un 17e titre. Parce que il n'y a pas grand lutteur qui pourrait, entre guillemets, mériter de battre le record de Ric Flair, qui est une légende vivante. Fait que si on est pour faire battre le record de Ric Flair à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de remplir ces chaussures-là. De dire que son impact historique a été significatif. Autant, même si différemment, que l'impact que Ric Flair a eu. Donc,
Je crois que ça serait un plus grand what the fuck avec la gueule qui me tombe si John Cena gagne que si Cody Rhodes gagne. Fait que je pense que le move le plus risqué, mais le plus payant, ça serait de faire gagner John Cena. Puis le move le plus safe pour les prochains mois, ça serait de faire gagner Cody Rhodes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est vraiment un enjeu très grand, très gros, qui fait en sorte que le main event de WrestleMania va être... qui va sûrement battre des records d'écoute, à ce que je peux imaginer. Là où ça se gâte un peu, c'est le reste de la carte. Vous le savez, moi, ça fait 1 an que je suis retourné à regarder la WWE. Fait qu'il y a beaucoup de storylines que j'avais pas nécessairement suivies à la lettre ou que je connaissais pas bien sur le bout de mes doigts, plutôt. Fait que vous saurez me dire, mais moi, je suis pas emballé par les autres combats qui sont annoncés jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que la WWE non plus, c'est pas trop sur quel pied danser en ce moment. Ils ont essayé de faire Jey Uso et Gunther devenir un événement en soi pour le World Heavyweight Title. Moi, j'y croyais pas vraiment depuis le début, au sens où Jey Uso ne m'apparaît pas comme un challenger de puissance vis-à-vis Gunther, malgré sa popularité. Malgré tout ce qu'il amène comme hype, d'un point de vue strictement crédibilité, je sais pas, là, j'y crois pas vraiment que Jey Uso peut gagner. Puis s'ils le font gagner à Jey Uso, tu sais, je vais en faire comme ah ben Chris, ils l'ont fait gagner. Mais tu sais, je vais pas être comme what? Tu vois? Fait que l'enjeu, il est pas extraordinaire à mes yeux, tu sais. Il essaye de le mousser, mais puis à un point tel où ce que je comprends, c'est que ce combat-là était supposé être un main event d'une des 2 soirées de WrestleMania. Puis que la hype n'était pas assez là, probablement, qu'ils ont décidé de faire le triple threat match de CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins être un main event à la place de Gunther et de Jey Uso. C'est ce que je comprends. Puis, tu sais, Jey Uso, il a pas à se plaindre. Il savait, tu sais, quand il a gagné le Rumble, il savait pas jusqu'au jour même qu'il allait gagner. Puis, c'est comme ça qu'ils le font pour éviter probablement les fuites, pour garder le hype intense dans les promos et les affrontements préalables. Mais quand il a appris la journée même, Jey Uso, qui allait être le champion de Rumble, il était sur le cul lui-même, tu sais. Puis c'est un grand honneur pour lui, tu sais, de gagner le Rumble, puis on peut le comprendre. Quelqu'un qui a roulé sa bosse depuis aussi longtemps. Fait que je pense pas qu'il y a à se plaindre du fait qu'il soit plus un main event au WrestleMania. Mais en même temps, on met tellement l'accent là-dessus au Rumble en pointant le logo de WrestleMania comme étant comme si quand tu gagnes le Rumble, ça fait de toi quelqu'un qui va être un main card à WrestleMania. Puis finalement, c'est pas le cas pour lui. Je trouve que c'est un petit slide, là, tu sais, c'est un petit coup dans les genoux, là, pareil. Puis, non seulement ça, mais son surnom, c'est Main Event Jey Uso. Fait que Main Event Jey Uso, pas vraiment de calibre Main Event au final, tu sais. Fait que cette carte-là est pas à se déchirer la chemise, ce match-là. Ensuite, tu regardes le Triple Threat match. Écoute, je le sais qu'il y a un historique entre CM Punk et entre Rollins. Là, ils s'aiment plus, c'est sauf whatever. Mais la signature du contrat, je trouvais que ça filait forcé de mousser cette rivalité-là à 3. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a mis l'accent dans la dernière année tant que ça, selon ce que j'ai pu constater.
Là, il y a plein d'autres matchs qui n'ont pas été annoncés. Il y en a que oui, puis là, je les oublie. Fait que ça, probablement, il y en a certains qui sont quand même hot, là, je suis certain. Là, don't throw me rocks. Ne me tirez pas de roche. Mais le fait que je les oublie, là, ça donne une idée que c'est pas l'effet wow non plus, là, tu sais. Puis, à WrestleMania, ça a l'air qu'ils ont de la misère à vendre les billets en ce moment. Toute chose relative, il y a quand même 54 000 billets mis en vente à Las Vegas. 45 000 billets auraient trouvé de preneur. On est à 3 semaines. Fait que les gens disent, les gens qui sont un petit peu défendent un petit peu la WWE disent que c'est quasiment vendu au complet, mais les autres de rappeler, à ta minute, l'arena peut contenir 75 000 personnes. La première configuration qu'ils mettent en vente est toujours, comment on dit, conservatrice. Fait que d'habitude, quand ils finissent de vendre tous les billets, et puis d'habitude, c'est le plus vite le mieux, évidemment, ils vont ouvrir des sections pour vendre plus de billets. Fait que dans la configuration actuelle, il n'y aurait personne derrière le stage principal, alors qu'on a vu à d'autres occasions où il y avait du monde tout autour et qu'il faisait le stage principal être moins haut afin qu'on puisse voir au-dessus. Donc, l'engouement n'est pas à son comble. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les prix ont augmenté comparativement à l'année passée, qui était à Philadelphie. Il y en a qui disent que ça a presque doublé, même pour des sites dans les nosebleeds. Ils disent que c'est rendu 1000 passés, les billets. 1000 piastres passés pour être vraiment loin. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ne pas y aller parce que en plus, t'es à Las Vegas puis tout coûte cher. Ils disent ça va coûter 600 piastres pour manger en 3 jours, là, même si tu manges chez Starbucks, là, tu sais. Ben, Starbucks, ça coûte cher, là, mais c'est parce ça a l'air que là-bas, ça serait comme une des options les moins chères quasiment, là, tu sais. Les hôtels, ça coûte cher. Les Uber pour se rendre là-bas, parce que sinon, c'est fucking loin, l'arena. À pied, ça va coûter cher. Fait que là, il y a plein de gens qui sont comme, ben, Chris, non seulement j'achèterai pas de billets, puis ou si j'en ai un, je pense que je vais essayer de le revendre. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu dommage. Mais au final, pour nous, en tant que téléspectateurs, je pense pas qu'on va s'en rendre compte tant que ça, puis ça les empêchera pas de se vanter de records de personnes présentes, monstres, comme ils le font toujours. Mais plusieurs se demandent si le fait que la carte ne soit pas égale au niveau du hype ne soit pas une des causes qui crée ça, qui crée le fait qu'il n'y a pas cet engouement à s'arracher les billets violemment. Donc, il reste à voir. Maintenant, j'aimerais parler de pauvre Reed Bronson. Écoute, c'en était un qui était vraiment à l'apogée, ou qui sentait qu'il y avait une petite pente ascendante quand j'ai commencé à le regarder. Puis, il mettait beaucoup l'accent sur la bataille des monstres entre Braun Strowman puis Reed Bronson, de Big S.O.B. puis Bronson, Tsunami Bronson. Puis là, on s'en souviendra, je pense Elimination Chamber, Reed Bronson, qui faisait partie de la Bloodline à ce moment-là pour le combat, a fait un tsunami jump du top de la cage sur CM Punk, je pense, qui était couché sur la table. Puis finalement, il a pogné le pied à terre en premier avant d'atterrir flat sur la table, ce qui a fait en sorte qu'il s'est cassé le pied. Et puis, il est en convalescence depuis ce temps-là. Puis pourquoi je dis pauvre Reed Bronson? Ben, on le sait, hein, dans les sports, c'est souvent comme ça. Tu vas avoir une occasion de te démarquer, souvent quand un autre va se blesser. Tu peux être un corps arrière dans la NFL, puis le corps arrière partant va se blesser. Donc là, tu vas avoir une chance de te faire valoir. Puis parfois, c'est comme ça que certains ont eu leur chance et qu'ils ont pu se démarquer. Au hockey, c'est la même chose. Au basket aussi, dans une certaine mesure. Mais c'est d'autant plus vrai à la lutte. Parce que si t'es out pendant 3 mois, ben toute la storyline qu'on avait prévue autour de toi, il faut qu'il soit réécrit. Et puis malheureusement,
ça va venir bénéficier quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-ci, ça l'a clairement bénéficié à Jacob Fatu. Jacob Fatu, qui était une vedette dormante de la WWE. Je dirais pas une vedette montante, parce que jusqu'alors, il était le hype boy de la Bloodline, puis de Solo Sikoa, puis on savait pas quand et si sa percée en solo allait arriver. Hein? Puis, no pun intended, Solo Sikoa percé en solo. Mais quand Reed Bronson s'est fait mal et que conjointement, ça s'est passé au moment où Solo Sikoa a perdu son titre de Tribal Chief et que là, Jacob Fatu devenait un peu comme agent libre, si on veut. Hein. Il pouvait maintenant vaquer à d'autres occupations que de dire I love you solo à chaque épisode. On a donné une chance à Jacob Fatu de se démarquer en individuel et non seulement il l'a péri la chance, mais il l'a décalissé en dehors du stade. Là. OK? Un coup de circuit. Il a été impressionnant. Son moonsault back son back moonsault qu'il fait à répétition sur les gens qu'il veut achever. Son charisme qui a fait sa marque de commerce. Son intensité. Son habileté pour un gars de cette grosseur-là, qui est une grosseur comparable à celle de Reed Bronson. Et non seulement ça, mais en plus, c'est Mike Skills. Il est excellent au micro. Il n'a pas laissé beaucoup de chance à Reed. Puis j'espère qu'ils vont lui faire une belle place pour qu'il revienne. J'espère qu'il saura reprendre sa place auprès du cœur des fans. Parce qu'on n'en a jamais trop des lutteurs de ce genre-là, à la Bam Bam Bigelow. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Comme Iver là, des Raid Warriors. Des gars de cette shape-là qui peuvent bouger de cette manière-là, c'est calissement impressionnant. Donc, tout ça pour dire que pour Reed Bronson, dans le sens où il était probablement cédulé là, pour avoir un combat à WrestleMania, tu sais. Puis là, il l'aura pas parce qu'il est blessé. Puis c'est comme une opportunité qui est tellement triste pour lui de manquer. Puis là, ils sont en train d'essayer de faire monter Jacob Fatu contre Strowman, contre LA Knight, contre plusieurs. Puis c'est tout à fait mérité. Ça a l'air que, je ne rentrerai pas dans les détails de ça, là, mais ça a l'air qu'une des raisons pour laquelle ils hésitaient à lui faire autant de place, c'est que Jacob Fatu a un passé un peu criminel. Il était le cousin là, des frères Rousseau, puis il a fait la lutte depuis longtemps lui aussi, mais qu'il aurait un passé criminel. Fait que là, c'était comme, est-ce qu'on le met de l'avant ou pas? À ce que je comprends, c'est un passé criminel dans le type larcon, vol et ces choses-là, et pas dans d'autres affaires qui pourraient nous faire vraiment ne pas vouloir pour lui, là. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, finalement, ils ont donné une chance. Ça a été payant pour lui. Ça a été, d'après moi, au dépend de Reed Bronson. Mais la suite, on la verra. J'enchaîne avec les foules européennes parce qu'on est en train de clore 3 semaines à peu près qui sont passées de la tournée européenne où ils sont allés à Bruxelles, sont allés à Barcelona, sont allés à Londres, sont allés à plein d'autres places. Puis, ça a été vraiment bien. J'ai adoré voir ça. J'ai adoré voir. Ils sont allés dans plusieurs autres pays, dis-je aussi, dans l'européen. Et j'ai adoré voir à quel point la WWE, elle est populaire dans le monde entier. Ça, j'ai trouvé ça le fun de voir qu'ils pouvaient remplir des arenas partout avec des foules enthousiastes. Qui scandent les noms et les slogans des lutteurs d'une manière qui leur est propre et d'une manière tout aussi intense qu'ils le font aux États-Unis. Je sais pas si je peux dire que je suis un vieux de la vieille, mais j'aime probablement mieux
les émissions ou les spectacles ou les shows qui ont lieu aux États-Unis parce que la réponse de la foule est plus classique. Mais j'ai quand même apprécié la réponse des foules européennes. Hein, ils ont beaucoup de chants, eux. Ils sont habitués quand ils vont au football européen, on s'entend, le soccer, les ultras de ce monde et les fanatiques, ils vont avoir des chants, tu sais, puis c'est très typique européen, un petit peu repris par le Canadien de Montréal et sa foule avec le olé, 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 olé. Ça avec, ça vient du soccer, là, tu sais. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun de les entendre dire Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns. Puis un autre tantôt, c'était Oh, Drew McIntyre, Oh, Drew McIntyre. Puis sinon, on reprend le premier couplet ou la première mélodie avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody Rhodes. Puis c'est vraiment cool. Les lutteurs, la plupart se sont bien adaptés, je trouve, à laisser la foule chanter un long moment, à interrompre leur promo pour laisser la place à la foule, qu'elle se sente faire partie du spectacle. Ça a été moins bien réussi, ça, cet aspect-là, je trouve, hier, dans la signature du contrat de CM Punk, Roman Reigns et de Seth Rollins. Rollins, à un moment donné, il savait plus, je continue dessus, estime de l'escalier, qu'est-ce que je fais? Puis les trois, voilà, ça a bien été pareil, sauf que j'ai trouvé que c'était un des moments où ça n'a pas été nécessairement utilisé à son maximum. Là. John Cena l'a fait d'une manière extraordinaire. Et Cody Rhodes aussi, d'ailleurs. Donc, vraiment, là, c'était amusant, c'était plaisant de voir les foules européennes apprécier la lutte américaine ou la Ligue WWE qui est américaine d'origine, scander à leur propre manière le nom des lutteurs. Fait que, franchement, ça, j'ai trouvé ça tellement le fun. J'ai moins aimé le fait que je ne pouvais pas le regarder en direct, parce que pour moi, c'est un des fun que j'ai beaucoup de la lutte, à part quand je m'endors dessus et que je le rattrape dans les jours suivants. Mais j'adore pouvoir le regarder en direct. Donc ça, c'était un côté qui fait en sorte que je suis content que ça revienne ce vendredi aux États-Unis, afin que je puisse le regarder en direct à nouveau. Mais sinon, ouais, franchement, chapeau les Européens. Vous avez vu du beau catch? OK, j'arrête. Rapidement, est-ce que j'arrive? Sacrifice à TNA. TNA a eu un de leurs pay-per-view il y a une semaine à peu près, qui s'appelle Sacrifice. Il y a eu toutes sortes de combats, un ladder match avec les frères, ben pas les frères, mais c'est un ladder match avec Jeff Hardy, des frères Hardy, qui l'a perdu d'ailleurs, mais les frères Hardy, man, c'est tellement impressionnant de les voir, qu'ils sont hot. Ils roulent leur boss depuis combien de temps, man? Ils continuent à faire les combats qu'ils font. Je comprends pas comment ils n'ont pas toutes leurs vertèbres fusionnées rendues à ce point-ci, mais j'apprécie beaucoup les voir se lutter. Et j'ai vu dans la même soirée lutter dans un match à 5 contre 5 dans une cage, Matt Hardy. Et l'équipe de Matt Hardy a gagné, puis c'était toute qu'une équipe. Il y avait Matt Hardy, il était avec, non, écoute, je vais dire en premier, Joe Hendry. Joe Hendry était avec Matt Hardy. Il y avait Nick Nemeth, l'ancien champion l'ancien champion TNA qui a perdu son titre face à Joe Hendry. T'es ensemble dans la même équipe que Matt Hardy. Et les deux autres, un que je connaissais un peu, Leon Slater, qui est vraiment super lutteur. Et un que je connaissais pas, qui était Elijah, mais qui était fucking nice lui aussi. Fait qu'ils avaient une kills d'équipe, mon gars. Puis ça a été un asti beau match, ça a été le fun. On regardait ça avec mes jeunes à la maison. Puis finalement, ben c'est ça, l'équipe à Joe Hendry, Matt Hardy, Leon Slater, Elijah et Nick Nemeth l'a emporté. Un bel événement. Encore une place dans mon cœur, cette promotion-là. Je ne vous mentirai pas. Donc, je finis là-dessus. C'était Luciani Libre, mon vrai nom, Chani Roy. Et vous écoutiez Parlons Lutte. Et on se donne rendez-vous à un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre.